Déléguée régionale. Donc, je recommence. Je suis Christelle Gasnier. Je suis déléguée régionale de l'ANFH Centre-Val de Loire. Et nous avons décidé de mettre en place en fait une série de 4 webinaires sur l'année pour les affaires médicales de notre région. Donc aujourd'hui, vous allez participer au premier webinaire sur les PADU. On aura un deuxième webinaire qui aura lieu le 15 juin sur les nouveaux praticiens contractuels. Un troisième webinaire qui aura lieu le 27 septembre sur les praticiens hospitaliers et un dernier, le dernier de l'année, le 17 novembre, sur le cumul d'activités du personnel médical. Donc, nous avons construit en fait ce parcours avec Gérézo, donc Gaëtan Fiselier, qui sera votre animateur sur ces 4 webinaires. Et nous avons décidé d'ouvrir en fait ces webinaires à 2 autres régions proches de la région centre, donc la région Bretagne et la région Pays de la Loire. Donc, comme on a pu le voir dans les salutations, nous avons des personnes d'un peu partout de ces 3 régions et une personne du Var qui a dû s'inscrire via la newsletter de la région centre. Donc, je vous souhaite en fait un bon webinaire, de bons échanges avec Gaëtan. Le fait de l'avoir ouvert à 3 régions va permettre beaucoup plus d'échanges puisque vous êtes au moins une cinquantaine de personnes à être connectées. Vous étiez 67 inscrits. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis bonne journée. Au revoir. Merci Christelle. Bonne journée Gaëtan et bon webinaire. Merci bien, bonne journée. Au revoir. Eh bien, merci Christelle pour cette présentation. Donc, je remercie la NFH Centre Val de Loire d'avoir pu organiser ce webinaire et cette série de webinaires en ce qui concerne les praticiens hospitaliers. Vraiment, c'est une thématique, alors déjà que moi j'aime beaucoup, mais qui en plus est fondamentale puisqu'elle est au centre de questions en matière d'offres de soins sur le territoire qui est fondamentale et en plus au centre de l'actualité puisque à la fois on a toute cette réforme réglementaire qui est venue modifier pas mal de choses par les décrets du 5 février 2022. Mais eh bien, on a aussi une actualité encore plus brûlante que les décrets de février 2022, puisque notamment les praticiens à diplôme hors Union européenne sont aussi au cœur de cette actualité. On est un petit peu entre les deux, donc c'est pour ça le moment idéal pour parler de ces praticiens à diplôme hors Union européenne, c'est à peu près cette période-là, vu que eh bien, normalement au 1er janvier 2023, tous les praticiens attachés associés ou les assistants attachés associés devaient eh bien, prendre fin, devaient disparaître, devaient être abrogés et devaient rejoindre le nouveau statut de praticien associé. Donc, cette situation a été décalée et on va revenir dessus d'ailleurs, mais on va voir ensemble tout le régime de ces praticiens à diplôme hors Union européenne. Juste avant, je vous propose aussi que nous puissions éventuellement partager, comme on peut, parce qu'il y a une cinquantaine de personnes inscrites, donc il faut qu'on puisse fonctionner, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de caméra ou de son. Mais par contre, si vous voulez intervenir ou poser une question, vous pouvez le faire à travers l'onglet Q&R, l'onglet questions et réponses, qui vous permettra d'intervenir pour poser toute question utile. Ce que je vous propose, c'est que soit je peux répondre pendant le déroulement du webinaire, soit à la fin, j'y réponds point par point, dans l'ordre dans lequel sont venues les questions. Donc, on va procéder de cette manière-là, et n'hésitez pas. Utilisez l'onglet QR plutôt pour vos questions, et l'onglet discussion plutôt pour les éléments d'ordre généraux, mais éventuellement, j'aurai des alertes qui me permettront d'aller sur l'un ou sur l'autre, pour voir vos interventions et pouvoir vous faire un retour dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse étudier ensemble les praticiens à diplôme hors Union européenne. Hein, donc, le sujet n'est pas seulement les praticiens associés ou les épreuves les épreuves classantes, mais plutôt eh bien, les praticiens. Donc, en fait, un petit peu aussi leur évolution.
le passage du statut de praticien, notamment attaché associé ou d'assistant associé, à celui de praticien associé en passant par les épreuves d'autorisation d'exercice qui leur permettent d'accéder à ce statut et voir dans le temps un petit peu toutes ces modifications-là. Donc, le sens du propos va se dérouler dans ce sens-là. Ce que je vous propose même, c'est que de pouvoir commencer avec les statuts des anciens PADU, ceux qui, encore aujourd'hui, sont considérés comme étant encore PADU. Et puis ensuite, après, on pourra se pencher sur les procédures d'autorisation d'exercice, leur manière de fonctionner, ce qu'elles ont pu apporter ou la manière qu'elles apportent et comment elles prennent fin. Et je vous en ai parlé juste avant, hein, le fait qu'au 1er janvier 2023, tout le monde devait être soit praticien associé, soit quitter un établissement, voire même quitter le territoire. Eh bien, cette procédure était applicable à la procédure dérogatoire. Et donc, c'est pour ça que c'est utile de pouvoir se pencher dessus, même si la commission régionale ARS, normalement, ne doit plus exister, etc. Donc, on verra ensemble ces procédures d'autorisation d'exercice qui sont fondamentales à bien assimiler dans le cadre de ces droits des praticiens diplômés en Union européenne. Et ensuite, eh bien, on pourra se pencher sur la migration des anciens statuts vers le nouveau, notamment statut de praticien associé, et voir un petit peu quels sont les avantages de ce statut de praticien associé, quelles sont les caractéristiques surtout aussi, hein, c'est important, parce que ce sera à terme normalement le seul statut de PADU. C'est un petit peu le but du jeu de cette réforme-là. Donc, on va pouvoir envisager ces éléments ensemble et d'ailleurs, le support, vous pourrez avoir copie de ce support et aussi communication du replay du webinaire ultérieurement. Très bien. Alors, au-delà de ces considérations d'ordre pratique et général, que je vous propose, c'est effectivement de se pencher d'abord sur les statuts des anciens PADU. On va pouvoir se pencher sur le statut des anciens PADU. Pourquoi? Parce que eh bien, ça pose beaucoup de questions de savoir eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces anciens statuts? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux encore recruter? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui des personnes qui sont sous ce statut dans mon établissement? Et donc, eh bien, c'est toutes ces questions-là qu'on va pouvoir se poser. Alors, peut-être d'abord se poser très rapidement la question de savoir qui sont-ils, ces anciens statuts, et donc savoir quel est ce nombre d'anciens statuts PADU, hein, notamment les FFI, les faisant fonction d'interne, les praticiens attachés associés, les assistants associés, ou encore les stagiaires associés, tout autant de statuts aujourd'hui qui peuvent permettre de qualifier un praticien à diplôme en Union européenne. Alors, vous en avez peut-être de moins en moins dans vos établissements, surtout des FFI qui sont originaires d'un pays hors Union européenne. Il y en a de moins en moins quand même sur ces plans-là. Les praticiens attachés associés, c'était devenu quelque chose qui se faisait beaucoup, et vous en avez peut-être encore beaucoup dans vos établissements. Moi, hier, j'étais dans un établissement où je pense qu'au moins la moitié de ces médecins sont des praticiens attachés associés. Et ensuite, eh bien, les assistants associés hein, qui vont avoir une nuance par rapport aux praticiens attachés associés, un peu moins nombreux quand même. Et le stagiaire associé, lui, qui est encore différent, puisque c'est dans le cadre d'un échange bilatéral que ce stagiaire associé va pouvoir intervenir dans un établissement de santé. Mais justement, hein, je vous propose de voir en un coup d'œil, un petit peu rapidement, parce que vous les connaissez, ces statuts, ce qu'il en est des différentes de ces différentes catégories au sein d'un établissement. Alors, le FFI, eh bien, vous le savez, hein, le FFI, c'est celui, donc le faisant fonction d'interne, qui va occuper provisoirement un poste qui était susceptible d'être offert à un interne ou à un résident, mais
soit qui n'a pas été choisi, en général c'est plutôt ça, soit qui n'a pas pu être mis au choix des internes ou des résidents. Donc, les derniers éléments qui restent sont proposés à ces faisant fonction d'interne, et à ce moment-là, eh bien, le FFI va pouvoir être nommé jusqu'à la date de fin de stage, et éventuellement tous les 6 mois va pouvoir être renouvelé sur ce poste de FFI, en sachant qu'à l'origine, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur, hein, titulaires de leur diplôme, mais dans un pays hors Union européenne, qui devaient passer par le statut de faisant fonction d'interne, ce qui a souvent été considéré un petit peu comme une injustice, puisque eh bien, déjà la rémunération ne correspond pas vraiment à la compétence, mais ensuite, eh bien, vous avez des personnes qui vont parfois travailler dans leur pays d'origine, dans leur profession de médecin ou de pharmacien, et qui vont donc, au moment de leur arrivée en France, intégrer ce parcours d'interne, alors même qu'ils ont déjà pu réaliser leur parcours, au moins scientifique. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on a voulu mettre fin à ce statut de FFI qui n'a plus vraiment d'intérêt, qui en plus est remplacé aujourd'hui par les autres statuts, et notamment celui dont je vous parlais, et qui est en général le statut le plus utilisé en matière de recrutement de praticiens à diplôme hors Union européenne, qui sont les praticiens attachés associés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas encore s'inscrire, ils n'ont pas notamment de numéro RPPS. Par contre, ils remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation, et ils peuvent participer à l'activité de l'établissement sans pouvoir effectuer de remplacement. C'est normal, ils sont quand même associés à la continuité des soins. Ils sont en général lauréats des épreuves de vérification des connaissances, hein, puisque les praticiens attachés à associés, quand ils sont dans votre établissement, c'est parce que, eh bien, ils ont réussi l'épreuve de vérification des connaissances et accomplissent eh bien, un parcours de consolidation de leurs compétences, de stage d'adaptation, dans le cadre de ce statut de praticien attaché associé. C'est ce statut notamment hein, qui, contrairement à la FFI, pour le coup, devait disparaître au 1er janvier 2023. Et a priori, on ne peut pas recruter de nouveaux praticiens attachés associés, en tout cas jusqu'au 1er janvier, au 31 décembre 2022, 1er janvier 2023, on ne pouvait pas recruter de nouveaux praticiens attachés associés sous ce statut. Ce statut a bien vocation à disparaître. Il est plutôt mis en voie d'extinction, d'ailleurs, hein, il n'est pas abrogé, il est plutôt mis en voie d'extinction. Et donc, on va avoir d'une part les lauréats des épreuves de vérification des connaissances, hein, les EVC, et ensuite, eh bien, soit ils sont candidats à l'exercice à l'autorisation d'exercice, soit pour, après réussite à l'EVC, soit pour l'accomplissement du stage d'adaptation. Et c'est dans ce sens-là qu'ils vont pouvoir réaliser leurs études, leur stage dans un établissement. Ensuite, on va avoir de la même façon les assistants associés, qui sont un petit peu moins nombreux en général dans les établissements. Et les assistants associés, eux, pour le coup, ne remplissent pas les conditions légales d'exercice de leur profession ou des titres et diplômes requis pour l'exercice de leur profession. Ils ont bien sûr aussi achevé leurs études, mais c'est juste que, eh bien, ils n'ont pas ces titres ou diplômes et vont être candidats aussi à l'autorisation d'exercice, mais eh bien, il va falloir qu'ils puissent accomplir soit le stage d'adaptation, soit les épreuves aussi de vérification des connaissances, un petit peu dans les mêmes contours que le praticien attaché associé, mais qui est plutôt celui en général qui va former les rangs de ces praticiens à diplôme hors Union européenne au sein des établissements. Et au-delà de ces statuts d'assistant associé, alors
faisant fonction d'interne, d'une part, de praticiens attachés associés et d'assistants associés, on a effectivement les premiers statuts en général qui sont représentés par les praticiens à diplôme hors Union européenne. Et je crois d'ailleurs que sur ce point, et c'est pour ça que j'y reviens, normalement, effectivement, le FFI, alors c'est pas forcément qu'il ne devait pas encore avoir son diplôme dans le pays où il suit ses études, mais effectivement, on va être dessus. Alors, ça peut être les deux cas, en fait. Le FFI peut être aussi déjà titulaire du diplôme dans son pays d'origine et même une capacité à exercer dans ce pays d'origine. À l'origine, au tout début du recrutement des praticiens à diplôme hors Union européenne, c'était le cas. Aujourd'hui, on va plus se diriger vers effectivement ceux qui n'ont pas le diplôme dans leur pays, puisque de toute façon, on a d'autres statuts aussi qui vont pouvoir être recrutés et de manière beaucoup plus intéressante que ça. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas le diplôme aussi dans leur pays d'origine peuvent aussi passer à travers une autre procédure qui, pour le coup, aujourd'hui existe encore pleinement, le stagiaire associé. Je ne sais pas si vous en avez également dans vos établissements, le stagiaire associé qui eh bien, va pouvoir venir dans un établissement pour engager une action de coopération. Donc, à travers une convention entre son établissement d'origine et un établissement en France, il va pouvoir être désigné stagiaire associé pour une période de 6 mois renouvelable, éventuellement fractionnable, en sachant que lui aussi va être titulaire d'un diplôme de docteur dans son pays d'origine, mais il va faire cette formation complémentaire spécialisée pour détenir un niveau de qualification professionnelle. Donc là, on est sur vraiment les éléments qui, auparavant, nous permettaient de recruter des praticiens qui viennent de l'étranger et qui nous permettaient de renforcer les rangs des établissements hospitaliers, des établissements publics de santé, pour venir aider et renforcer tout ça. Mais le problème était que, eh bien, en dehors des stagiaires associés, hein, mais en tout cas les statuts de FFI, de praticiens attachés associés et d'assistants associés étaient quand même des statuts déjà peut-être déjà trop multiples, mais en plus qui étaient quand même qui recouvraient une certaine forme de précarité. Et c'est pour ça que, eh bien, du coup, on a essayé de mettre fin à ces statuts ou de les remplacer par quelque chose de plus protecteur, qui va être le statut de praticien associé sur lequel on va se pencher ensuite. Mais à travers ça, il faut qu'on puisse étudier aussi les procédures d'autorisation d'exercice que justement ces praticiens recrutés dans vos établissements vont passer. Les praticiens attachés, associés et les assistants associés le sont parce qu'ils ont introduit une demande d'autorisation d'exercice et ils vont être soumis à autorisation d'exercice de manière différente. Et on va pouvoir distinguer d'ailleurs ceux qui sont dans la procédure dérogatoire et ceux qui sont dans la procédure de droit commun initiée il y a encore peu de temps et qui permet aujourd'hui d'avoir des praticiens associés, donc plus de praticiens attachés associés, mais de véritables praticiens associés avec un régime juridique défini peut-être plus clairement et puis une reconnaissance aussi matérielle, financière, qui leur permet d'avoir quand même une certaine rémunération. Et donc, c'est par ces procédures d'autorisation d'exercice que vont pouvoir passer ces praticiens à diplôme hors Union européenne. Et dans ces procédures d'autorisation d'exercice, hein, on va surtout retrouver tous les praticiens. Alors, on dit à diplôme hors Union européenne, mais en fin de compte, eh bien, c'est parce que, tout simplement, les praticiens qui ont un diplôme de l'Union européenne
sont dispensés d'une procédure d'autorisation d'exercice, tout bêtement, tout simplement. Mais pourquoi? Eh bien, tous ceux qui sont détenteurs d'un diplôme européen ou assimilés pour les ressortissants de l'espace économique européen peuvent s'inscrire à l'ordre d'un pays de l'Union européenne dès lors qu'ils ont un diplôme européen reconnu dans le pays d'origine et qu'ils sont titulaires d'une nationalité d'un pays de l'Union européenne, ils vont pouvoir prétendre à s'inscrire à l'ordre des médecins sans passer par une procédure d'autorisation d'exercice. D'ailleurs, on en a certains aussi qui ont des diplômes européens, mais qui, par contre, soit vont être ressortissants hors Union européenne, soit le diplôme qu'ils ont obtenu sur le territoire européen n'est pas conforme au diplôme français. On va aussi avoir cette situation-là, où eh bien, si un ressortissant européen, quelqu'un qui a pu acquérir son diplôme sur le territoire européen, si ce diplôme-là ne correspond pas au diplôme français, en fin de compte, il ne correspond pas à la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, eh bien, il devra passer par une autre procédure, cette fois-ci, d'autorisation d'exercice. Et dans cette directive, il y a d'ailleurs 54 spécialités qui existent dans les États membres, mais il y a seulement une vingtaine de ces spécialités qui bénéficient de la reconnaissance automatique. Donc, pour les praticiens à diplôme européen, eh bien, a priori, on a ce caractère presque automatique de la reconnaissance de son diplôme, mais à voir s'il est conforme à la directive, sinon, ils devront passer par une autre procédure, alors un peu raccourcie, on ne sera pas dans la procédure d'autorisation d'exercice avec commission régionale, commission nationale, etc. Eux, ils pourront intervenir d'une manière plus raccourcie ou plus directe auprès du CNG pour obtenir une autorisation d'exercice. On va revenir justement sur ces différents éléments. Pour terminer sur cette directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance de ces qualifications professionnelles, je vous disais, il y a 54 spécialités qui existent dans les États membres, mais il n'y a qu'une vingtaine qui vont avoir une reconnaissance entre États. Donc, on est quand même à moins de la moitié de ces spécialités-là. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour renseigner les praticiens qui seraient autour de vous, cette directive du Parlement européen et du Conseil, à son annexe 5, on va avoir les différents éléments qui nous permettent la reconnaissance sur la base d'une coordination européenne de formation en fonction de la spécialité. Et en fait, dans cette annexe, vous avez la présentation du pays d'origine, le titre de la formation, l'organisme qui détient le titre, le certificat aussi qui accompagne le titre de formation et la date de référence. C'est les éléments qui nous permettent de savoir si le diplôme est reconnu. Si je prends un exemple, dans cette annexe 5, je vais avoir par exemple les diplômes portugais, d'un ressortissant portugais qui a passé son diplôme de médecine dans son pays d'origine. Et eh bien, il va devoir, au Portugal, avoir comme titre de formation, alors mon accent n'est pas très bon, je ne connais pas, mais c'est la Carta de Curo de Licenciatura qui lui permet de justifier de son titre de formation au Portugal. L'organisme qui détient le titre, c'est l'université, l'Universidades, si je peux lire un peu le portugais. Et le certificat qui accompagne le titre de formation sera le Diploma Comprovativo aussi, donc avec voilà, ces éléments un petit peu rigoureux de reconnaissance, et il faut que ça corresponde pour que eh bien, le ressortissant européen soit en mesure de s'inscrire à l'ordre, quelque chose qui est vérifié par l'ordre. Ce n'est pas forcément les établissements, enfin, c'est pas du tout les établissements qui vont vérifier ces éléments, mais ça peut toujours être éclairant pour les établissements et pour les différents professionnels d'avoir ça en tête. Donc, on va avoir ces éléments en matière d'autorisation de dispense, d'autorisation d'exercice pour les diplômes européens
détenus sous la réserve de correspondre à la directive. Et je vous disais, on a même certains diplômés européens que vous devez bien connaître, j'imagine, et on va revenir d'ailleurs sur ces différents statuts qui existaient jusque-là. C'est des ressortissants de l'Union européenne, mais qui ont un diplôme qui n'est pas conforme, ou des ressortissants à diplôme Union européenne, qui est reconnue dans un autre État de l'Union européenne et qui permet même d'exercer dans cet autre État, mais pas en France. Voilà. Donc ça, c'est les différentes situations de praticiens. On a tendance à parler de ces deux catégories comme étant les praticiens Oxman, les praticiens Dressen, des noms des jurisprudences, mais je reviendrai dessus. Ce sont donc des praticiens soit qui sont ressortissants d'un État de l'Union européenne ou pas, qui ont un diplôme ou pas de l'Union européenne ou qui n'est pas conforme à la directive. On va voir à quel moment ils peuvent intégrer la procédure. Justement, l'une de ces deux procédures d'autorisation d'exercice que sont, d'une part, la procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice pour bénéficier d'une attestation d'exercice temporaire de la médecine délivrée par l'ARS. Et cette procédure est valable jusqu'au 30 avril 2023, comme vous le savez très certainement. Alors, ce n'est pas qu'on peut intégrer cette procédure jusqu'au 30 avril 2023, mais c'est qu'en tout cas, ces effets, normalement, sont censés disparaître. Ils étaient censés disparaître au 1er janvier 2023, mais non, ce sera au 30 avril qu'on saura ce qu'on doit faire. Et jusque-là, toutes les personnes nommées dans l'attente de bénéficier de l'autorisation nationale d'exercice resteront dans leur statut d'origine, à savoir praticien attaché associé ou éventuellement assistant associé si vous en avez. Alors que par contre, la procédure d'autorisation d'exercice par le biais de l'épreuve de vérification des connaissances, elle, va être ouverte à tout le monde. Et d'ailleurs, même les premiers peuvent aussi passer par cette autre procédure d'autorisation d'exercice. Elle va reposer principalement sur l'épreuve de vérification des connaissances. Il y a plusieurs types de praticiens qui peuvent intégrer cette procédure-là et elle a pour vocation de permettre l'exercice de fonctions probatoires d'un parcours de consolidation des compétences sous le statut de praticien associé. C'est ça le but du jeu de cette procédure, cette deuxième procédure par épreuve de vérification des connaissances, donc EVC, a pour objectif de remplacer toute autre forme de procédure. Ce sera la procédure unique, normalement à partir du 1er mai 2023, procédure unique qui permet à tout praticien à diplôme en Union européenne d'intégrer le statut de praticien associé et d'avoir ses connaissances de vérifier. Et ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on puisse se pencher justement sur ces deux procédures, dans l'ordre, bien entendu. Et d'abord, je vous propose qu'on puisse se pencher sur la procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice, cette procédure dérogatoire qui est celle aujourd'hui qui est en discussion, qui est au cœur de notre actualité, puisque c'est celle qui devait prendre fin au 1er janvier, 31 décembre 2022, et qui a été reportée, puisque toutes les personnes qui ont intégré cette procédure dérogatoire, donc en fin de compte, les praticiens attachés associés normalement, ne sont pas encore soit en statut de plein exercice, soit en statut de praticien associé. Et donc, il faut que la Commission nationale de l'ARS puisse s'exprimer sur la possibilité de travailler en plein exercice, en totale autonomie, dans un service de soins. Mais je vais en parler plus en détail plutôt que de vous donner tous ces éléments de cette manière-là. La procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice, déjà, à l'origine, elle avait été faite pour régulariser un petit peu tous les statuts qui s'entrechoquaient.
c'était ceux dont la compétence n'avait pas vraiment été vérifiée, mais qui exerçaient ou avaient exercé des fonctions rémunérées en France. Donc, vraiment, hein, c'est des praticiens, des médecins qui parfois étaient déjà en exercice en France d'une manière légale, mais bon, parfois pas toujours. Ils exerçaient sous différents statuts, parfois FFI, faisant fonction interne, praticien associé, assistant associé, mais aussi parfois ils exercent en tant qu'infirmier, même aide-soignant, alors qu'ils étaient médecins dans leur pays d'origine. Et donc, l'exercice de l'une de ces professions sur le territoire national leur permet d'accéder à des fonctions de médecin en passant par cette procédure dérogatoire pour obtenir la possibilité de le faire, notamment par l'ARS. Ces fonctions-là que je vous ai citées permettaient d'entrer dans la procédure. En gros, un petit avantage, donner en reconnaissance des services rendus. Si le praticien était sur le territoire français, qu'il avait accompli des fonctions rémunérées en France et qu'il pouvait exercer dans son pays d'origine en vertu de son diplôme, il pouvait déposer une demande d'exercice en France, en tout cas avant le 30 octobre 2021. Toute demande qui avait été déposée avant cette date-là, par un médecin qui remplit ces conditions, lui permettait d'intégrer la procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice. La difficulté est que aujourd'hui, le CNG a énormément de dossiers encore à traiter de ces demandes d'autorisation d'exercice par le biais de cette procédure dérogatoire. Fonction rémunérée en France, hein, c'est deux conditions cumulatives. Le futur praticien devait avoir exercé en France pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein, donc depuis le 1er janvier 2015, au titre d'une quelconque profession de santé, du Code de la santé publique, ou au moins une journée d'exercice, au moins une journée d'exercice dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. Si on avait une personne qui remplissait ces deux conditions cumulatives, eh bien, il pouvait déposer sa demande et introduire une demande d'autorisation d'exercice à travers cette procédure dérogatoire. Les fonctions rémunérées en France, je parle d'équivalent temps plein, donc sur la base de 10 demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, ou 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé, hein, parce que vous le savez, les demi-journées dans la semaine d'un praticien ne sont aujourd'hui toujours pas bien définies, alors qu'elles sont insérées dans ce fameux délai de 48 heures maximum. C'est toujours le fameux paradoxe de ce temps de travail des praticiens. Ce qui arrange a priori certains quand même. C'est pour ça que si c'est un équivalent temps plein, hein, en cas d'exercice à temps partiel, eh bien, si je suis à 50% et que j'ai travaillé pendant une année, pour justifier de cette année-là, il va falloir que je travaille 2 ans pour une année. Donc, si je dois avoir fait au moins 2 ans, mais que je travaille à 50%, et bien du coup, il aura fallu que je puisse travailler pendant 4 ans sur ces situations. Et en plus, les absences autres que les congés annuels et les jours de réduction du temps de travail n'étaient pas pris en compte. Par contre, eh bien, tous les autres congés, donc autres que congés annuels ou RTT, ne sont pas intégrés dans cette durée des 2 ans. Donc, un praticien qui aurait exercé 2 ans sur une période dont 1 an en congé parental, eh bien, ne remplit pas la condition de la durée parce que son congé parental ne sera pas pris en compte dans le calcul. Bref. Ces éléments, c'était des demandes qui étaient déposées avant le 3 octobre 2021, donc ça ne nous concerne plus. Les jeux sont faits, en quelque sorte, hein, c'est lancé.
tout le monde a pu déposer une demande d'autorisation d'exercice par cette voie dérogatoire. En sachant que, je vous l'ai expliqué aussi, eh bien, on a quand même le fait de devoir exercer sa profession dans un établissement, alors soit un établissement de santé, un EPS, soit un établissement social ou médico-social, alors qu'à l'origine, en fin de compte, c'était seulement dans les établissements de santé. À l'origine, c'était seulement dans les établissements de santé, et c'est quelque chose qui a été revu parce que retoqué par le Conseil constitutionnel, où eh bien, la différence de traitement entre les praticiens titulaires de diplômes étrangers, selon qu'ils ont exercé ou pas une profession de santé au sein d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social, pouvait être relevée dans cette différence de traitement, notamment parce que eh bien, la différence de situation n'avait pas d'intérêt au regard de l'objectif de la loi. Hein, l'exercice d'une activité dans un établissement social ou médico-social peut être similaire à celle dans un établissement de santé. Alors peut-être pas sur le fond, mais par contre, eh bien, effectivement, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on excluait les médecins des établissements sociaux ou médico-sociaux, notamment par rapport à leur possibilité d'être régularisés. Donc ça, c'est une chose qui a été censurée par le Conseil constitutionnel en mars 2021 et qui donc a pu être supprimée aujourd'hui. Tous les médecins qui ont pu aussi évoluer dans l'univers social ou médico-social pouvaient emprunter cette procédure dérogatoire. Et donc, comme tout le monde, comme tous les praticiens à diplôme hors Union européenne, ils pouvaient tout de suite demander l'attestation temporaire d'exercice. Hein, donc, quand on est dans le cadre de cette procédure dérogatoire, on va vraiment passer par l'attestation temporaire. C'est cette attestation temporaire qui permet à un praticien à diplôme hors Union européenne d'exercer en tant que praticien attaché associé ou assistant associé, mais plutôt praticien attaché associé, le PAA, fameux PAA. C'est sur la base de cette attestation temporaire. Hein, c'est-à-dire que j'ai effectué des fonctions rémunérées en France dans une profession médicale de soins. J'ai travaillé pendant au moins 2 ans sur cette profession-là et je justifie d'au moins une journée d'exercice dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social. Je remplis les conditions de base que je vous ai énoncées juste avant et je dépose ma demande avant le 30, ou j'ai déposé ma demande avant le 30 octobre 2021. Et donc, l'ARS ensuite, donc la commission régionale d'autorisation d'exercice, a pu me donner une autorisation temporaire. L'attestation temporaire délivrée dans le cadre de cette procédure dérogatoire. D'ailleurs, cette autorisation, cette attestation temporaire d'exercice délivrée par l'ARS, l'est que les candidats résident ou non en France, hein, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité, ils ont droit, et cette autorisation sera valable pendant la durée de l'examen du dossier par la commission régionale de l'ARS, qui va ensuite transmettre au CNG les éléments pour qu'ils soient étudiés. L'autorisation temporaire, c'est en fin de compte aussi seulement pour poursuivre des fonctions exercées au sein d'un établissement. Hein. C'était pas forcément pour pouvoir engager un nouveau recrutement. C'est dans un établissement, je bénéficiais d'une autorisation temporaire d'exercice et je pouvais continuer à exercer mes fonctions sous un statut notamment de praticien attaché associé. Dans cette commission régionale, d'ailleurs, hein, on avait le directeur, normalement, qui sont toutes dissoutes. On avait le directeur général de l'ARS, qui est le président de cette commission régionale, et puis désigné par le président du conseil régional de l'ordre des médecins, ou 2 membres aussi désignés par le doyen de la fac de médecine. Cette commission régionale, elle examinait
regarde de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, les aptitudes, les compétences du candidat, puis tous les éléments utiles dans le dossier de demande d'autorisation d'exercice, en sachant qu'il pouvait recevoir même le candidat. Et ensuite, le rôle de cette commission régionale de l'ARS, c'était d'émettre une proposition à la commission nationale. La commission nationale rejetait ou acceptait ces éléments. Donc, soit rejeter la demande du candidat, soit rejette la demande du candidat, du coup, on est un petit peu entre les deux, soit l'autorisation d'exercice, donc délivre une autorisation de plein exercice potentiellement, soit prescrit un parcours de consolidation des compétences aussi. C'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a des attestations temporaires qui sont délivrées par les ARS à certains praticiens qui vont exercer dans vos établissements sous le régime de praticiens attachés associés. Et donc, eh bien, c'est parce qu'ils ont déposé leur dossier, que leur dossier est entre l'avis de la commission régionale ARS et l'avis de la commission nationale CNG qu'on attend toujours et qui a priori fin 2022, le CNG s'est dit qu'il n'avait peut-être pas tous les moyens et toutes les ressources pour pouvoir étudier tous les dossiers en commission nationale avant le 31 décembre 2022. C'est la raison pour laquelle on repousse aujourd'hui au 30 avril 2023 le bénéfice du statut de praticien attaché associé, puisque toutes les demandes remontées par les commissions régionales ARS n'ont pas pu être étudiées par le CNG. Donc, on va avoir cette situation encore temporaire là, qui va reposer sur cette procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice. Et ensuite, comme je vous le disais, eh bien, on va avoir la commission nationale d'autorisation d'exercice qui va reprendre le dossier transmis après avis de la commission régionale de l'ARS dans le cadre de cette procédure dérogatoire. Et c'est là où la commission nationale va émettre un avis favorable ou défavorable ou recommander un parcours de consolidation des compétences. Donc un parcours de consolidation des compétences dans le cadre du statut de praticien associé. C'est ça le parcours de consolidation des compétences. On reviendra sur ce statut-là, concentrons-nous sur la procédure d'autorisation d'exercice. Là, aujourd'hui, je vous ai dit, on est dans cette attente puisque, eh bien, on attend que la Commission nationale d'autorisation d'exercice puisse rendre ses conclusions, puisse émettre son avis. Et ce sera sur cet avis-là que le CNG sera en mesure de prendre une décision, que le ministre pourra eh bien, nommer, affecter les praticiens et pourra décider de leur affectation, pourra décider de l'accomplissement d'un parcours de consolidation en tant que praticien associé. Ce sera le CNG qui se chargera de ces éléments. On va revenir aussi dessus. En sachant une chose, c'est qu'aujourd'hui, le CNG a pris un petit peu de retard par manque de ressources aussi sur ces dossiers-là, alors que, eh bien, normalement, à la toute origine, on avait quand même certains critères, notamment de délai, où le silence gardé pendant 12 mois par l'administration à compter de la réception du dossier complet, les refus de délivrer l'autorisation d'exercice. Alors qu'en fin de compte, aujourd'hui, on peut être bien loin de ces 12 mois-là, sur ces demandes, je le vois parfois dans certains établissements. Et donc, le ministre, s'il ne rendait pas 12 mois après le dépôt de la demande cette autorisation, normalement, c'est un refus. La difficulté est que entre la demande et le dépôt du dossier en ARS, qui est la première porte d'entrée, et la sortie, donc la décision du ministre, il y a du temps qui s'écoule, puisqu'il y a la commission régionale de l'ARS qui va prendre position, rendre un avis, qui va ensuite transmettre à la commission nationale, qui va aussi émettre un avis, et ensuite, eh bien, le CNG et le ministre pourront prendre la décision. Donc, tous ces éléments prennent du temps et ne permettent pas forcément de respecter ceux des 12 mois imposés à l'origine. Donc, on va être effectivement dans une situation un petit peu paradoxale aujourd'hui sur tout ça, surtout qu'on a besoin que les médecins puissent venir
travailler chez nous, certains établissements qui ont recours qu'à cette procédure-là d'origine et qui ont énormément de praticiens attachés associés dans leurs établissements. Alors, la Commission nationale de l'autorisation d'exercice intervient aussi pour les médecins étrangers qui ne sont pas dans cette procédure dérogatoire. Mais elle a quand même une expérience de ces dossiers, la Commission nationale d'autorisation d'exercice, puisqu'elle va être consultée dans le cadre de cette procédure dérogatoire, mais aussi dans le cadre de la procédure que j'appelle la procédure de droit commun, donc l'autre procédure qui permet à d'autres praticiens à diplôme en Union européenne de bénéficier d'une autorisation d'exercice. Et cette commission nationale, elle évalue les compétences du praticien, du futur praticien, au regard des attentes de l'exercice de sa spécialité, et qui ensuite va confirmer ou va infirmer l'avis régional émis par l'ARS. Aussi, en général, c'est plutôt une confirmation hein, dans la plupart des cas. Mais c'est qu'un avis, par contre. La commission nationale d'exercice, elle va formuler un avis après audition du candidat, soit un avis favorable, soit un avis défavorable, bien sûr, ou bien encore la proposition d'un parcours de consolidation des compétences, qui va d'ailleurs, dans le cadre de cette procédure dérogatoire, préciser la nature et la durée des stages, et même aussi, pourquoi pas, les formations théoriques éventuelles qui seraient rendues nécessaires par la caractéristique du diplôme du praticien à diplôme en Union européenne. Donc, on va être vraiment dans cette dynamique-là liée à cette procédure. Mais cette procédure toujours dérogatoire. Hein. Faut pas l'oublier, on reste dans le cadre de la procédure dérogatoire, donc exclusivement réservée aux praticiens qui peuvent justifier de fonctions rémunérées en France, qui ont au moins 2 ans, voilà, et qui, en fin de compte, aujourd'hui, a vocation à disparaître. En tout cas, elle ne peut plus être intégrée, cette procédure dérogatoire, mais elle continue à créer ses effets, raison pour laquelle on en parle aujourd'hui de cette procédure. Si jamais on a un refus effectivement de la part du ministre, du coup, hein, parce que c'est des avis, hein, la commission régionale ou la commission nationale émettent des avis, et bien derrière, ce sera un recours dirigé contre la décision du ministre de ne pas nommer le praticien, au moins dans le cadre d'un parcours de consolidation des compétences. Et après, j'ai envie de dire, hein, ce sera un contentieux assez classique, où il faudra pouvoir défendre ses arguments, c'est-à-dire pouvoir expliquer en quoi le juge a fait une erreur, à mon avis, manifeste d'appréciation sur ce plan. J'ai pas de jurisprudence en tête, je suis pas sûr qu'il y en ait, hein, d'ailleurs, ce qui paraîtrait assez logique, au moins, je pense qu'il n'y a pas de conseil d'État, il n'y a pas de cour administrative d'appel, peut-être des tribunaux, mais comme vous le savez certainement, hein, les jurisprudences des tribunaux administratifs, on va pas les prendre pour référence, mais ce sera intéressant un jour ou l'autre d'aller vérifier ces éléments si on a une affaire sur ce plan-là. Moi, j'aimerais bien de voir un petit peu étudier la question, mais je pense qu'on serait assez proche d'une interprétation du juge administratif qui va rester sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation. Parce que le juge ne se substitue déjà pas à l'administration, alors en plus, se substituer à une appréciation d'ordre médical sur des compétences médicales de la part de professionnels de santé, je pense que le juge contrôlera juste si c'est pas disproportionné ou si c'est pas manifeste, mais il n'ira pas sur un contrôle normal de proportionnalité, mais en aucun cas ne se suppléera à la position des experts en matière de santé. Donc je pense que voilà, le recours restera certainement sur cette base-là. Mais c'est tout à fait envisageable, bien entendu. Par contre, c'est la décision qu'il faut contester, hein, donc la décision du ministre, et non pas les avis émis par les commissions régionales ou même nationales. Et donc, si jamais on a un avis favorable, ou même éventuellement, mais je pense beaucoup moins fréquent, si on a un avis défavorable, mais que le ministre estime quand même qu'il va pouvoir nommer, eh bien, il va pouvoir aller sur le terrain d'une autorisation de plein exercice.
Et à ce moment-là, soit le praticien va exercer sous ce statut de plein exercice, et à ce moment-là, il va pouvoir bénéficier d'une... alors, je vais répondre après à la question qui vient de me poser. Donc, soit on est dans le cadre d'une autorisation de plein exercice, donc un numéro RPPS, etc., et il pourra être recruté notamment en tant que praticien contractuel, ou on peut avoir aussi l'autorisation qui va être effectuée dans le cadre d'un parcours de consolidation des compétences préconisées, du coup, hein, avec une durée, des thématiques particulières, des lieux d'affectation, réaliser ce parcours de consolidation des compétences sous le statut de praticien associé. Et d'ailleurs, le parcours va être exclusivement réalisé au sein d'un lieu de stage consacré aux étudiants en troisième cycle, hein, donc les internes. C'est dans ces établissements-là que les praticiens associés vont pouvoir exercer. Mais on reviendra aussi dessus. Et la Commission nationale d'autorisation d'exercice aura pu prescrire aussi les lieux de stage, les établissements, et le nombre de semestres éventuels requis pour pouvoir accomplir son parcours de consolidation dans le cadre de cette procédure dérogatoire. Ce qui a aussi pour conséquence, je l'ai vu, hein, un praticien qui exerce actuellement dans un service non agréé, enfin il y a quelques mois, il devra interrompre ses fonctions et changer d'affectation pour exercer au sein d'un service agréé, si son parcours de consolidation lui est prescrit. Donc on avait vraiment la situation d'un praticien attaché à associé qui était dans le cadre de cette procédure dérogatoire, qui a reçu l'autorisation d'accomplir un parcours de consolidation sous statut de praticien associé. Et donc, il a dû changer d'établissement pour accomplir son parcours de consolidation des compétences dans un service agréé. Il faut suivre la prescription d'affectation et la composition du parcours établie par le ministre. Ce qui nous ramène à cette question posée en amont, hein, est-ce que le praticien attaché associé qui va donc aller dans cet élément-là, le praticien attaché associé, donc qui passe par la procédure dérogatoire, a priori, aujourd'hui, pour répondre vraiment directement à votre question, peut être maintenu au-delà du 30 avril. C'est-à-dire qu'ils sont juste placés en voie d'extinction. À l'origine, ils devaient être abrogés. Depuis le décret du 27 décembre 2022, on est plus sur une voie d'extinction, donc c'est-à-dire que tous les nouveaux contrats qui leur ont été, ou tous les renouvellements qui ont été faits auprès des praticiens attachés associés, donc avant, excusez-moi, avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à produire leurs effets. Et a priori, on peut même continuer à renouveler, hein, je vous l'expliquerai juste après, on peut continuer à renouveler les contrats des praticiens attachés associés au-delà du 1er janvier 2022 pour qu'ils puissent accomplir leur parcours de consolidation des compétences. Normalement, après le 30 avril, on n'a plus vocation à maintenir les praticiens attachés associés. Mais, est-ce que vraiment on a la vue de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que, est-ce qu'au 30 avril, la Commission nationale d'exercice du CNG va s'être positionnée sur tous les dossiers des praticiens attachés associés? Si ce n'est pas le cas, eh bien, du coup, ils vont pouvoir poursuivre leur statut de praticien attaché associé. Honnêtement, la plupart des établissements là aujourd'hui où on en est, c'est que on a fait des prolongations jusqu'au 31 décembre 2023 de praticiens attachés associés. Comme ça permet de voir. Soit le praticien attaché associé obtient une autorisation de plein exercice. Dès qu'il a son numéro RPPS, on pourra le recruter en tant que contractuel, éventuellement, ou au statut. Sinon, si au 30 avril, rien ne se passe pour certains praticiens, ils restent sous le statut de praticien attaché associé.
c'est leur contrat qui continue à se dérouler. Après, je pense que voilà, si c'est pas le 30 avril, c'est soit parce qu'il y a encore du retard, mais du coup, il y aura certainement un texte qui va prolonger la situation et qui va nous dire qu'effectivement, bon, bah, on reste praticien attaché associé tant qu'on n'a pas de décision. Donc effectivement, Monsieur Brand, ceux qui sont en attente de décision, a priori, pourront être maintenus. Mais normalement, au 30 avril, on n'est plus en attente de décision. C'est pour ça que je vous disais, on est encore un peu entre les deux, là. C'est que on n'a pas encore tous les éléments nécessaires. Donc, c'est ces éléments qui vont pouvoir être effectués dans le cadre de ces éléments. Alors, au-delà de ça, je vous répondrai tout à l'heure à la question sur les stagiaires associés et différents stages obligatoires. Pour ces éléments, alors le stagiaire associé, on précisera après peut-être, vous me redirez à l'écrit ce qu'il en est de votre question. Voilà, le statut de praticien associé. Je me disais aussi, ça doit plutôt être ça. Très bien, je vous répondrai après parce qu'en plus, vous aurez certainement, j'espère, un début de réponse aussi à travers les slides suivantes où on va aller dessus. Le parcours de consolidation des compétences est d'une durée de 2 ans. Point. Et après, les spécialités, tout va dépendre de la spécialité dans laquelle il s'inscrit. On va revenir dessus tout de suite après pour le faire. J'ai une autre question, du coup, est-ce que j'y réponds tout de suite ou pas sur quel statut un praticien lauréat des EVC 2019? Alors, lauréat des EVC 2019, tous ceux qui étaient lauréats avant 2021, eux, ils sont praticiens attachés, associés. Alors, normalement, courant 2023, s'il est recruté courant 2023 dans un établissement, j'aurais tendance à vous dire, on est plutôt sur du praticien attaché associé, parce que si il est lauréat des EVC 2019, mais qu'il n'a pas le plein exercice, c'est qu'il est praticien attaché associé. Après, le problème, c'est que vous le recrutez courant 2023. Si vous aviez recruté avant le 31 décembre 2022, il aurait été praticien attaché associé sûr. En 2023, c'est difficile de faire un nouveau contrat, de faire un recrutement sous le statut de praticien attaché associé. Mais au final, ce serait ce qui s'en rapprochait le plus, parce que le praticien associé, et on reviendra dessus, ne peut pas être recruté si jamais il est lauréat des EVC 2019. Le praticien associé, c'est celui qui est recruté, soit parce que il est en cours de parcours de consolidation des compétences, donc qui a déjà été prescrit, soit il est lauréat des EVC depuis la session de novembre 2021. Donc c'est pour ça, ceux qui sont lauréats avant 2021, en général, sont praticiens attachés associés, et on attend la décision du CNG sur la possibilité pour qu'ils puissent avoir soit le plein exercice, soit réaliser un parcours de consolidation des compétences. Et donc certainement, on sera dans ce cas-là. Après, il manque peut-être un petit élément, donc si vous voulez, on pourra revenir sur votre question après. Il faudrait savoir aussi ce qui vous a transmis. Et parfois, moi, je vois aussi des dossiers un petit peu qui souffrent de communication de la part des praticiens sur le dépôt de leur dossier auprès du CNG ou auprès de l'ARS. Bref, on va revenir sur ces éléments-là aussi. Pour résumer cette procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice, donc qui concerne les praticiens attachés associés ou les assistants associés, on a des médecins praticiens à diplôme hors Union européenne qui peuvent exercer dans leur pays d'origine en vertu de leur diplôme, qui justifient de fonctions rémunérées en France, je vous ai dit, au moins 2 ans d'exercice effectif en équivalent temps plein et au moins une journée d'exercice dans un établissement de santé ou médico-social. Et s'ils avaient déposé leur dossier d'autorisation d'exercice à l'ARS avant le 30 octobre 2021, eh bien, ils bénéficiaient d'une attestation d'exercice temporaire dans leur établissement de rattachement pendant toute la durée de l'examen du dossier du candidat. Cette commission régionale étudiait leur demande, donc elle a été dissoute au 31 décembre 2022, puisque normalement, tous ces statuts avaient vocation à disparaître au 1er janvier 2023. Et donc, cette commission régionale rendait un avis qui permettait à la commission nationale d'autorisation d'exercice du CNG de rendre également un avis permettant derrière au ministre
de prendre une décision, soit plein exercice, soit parcours de consolidation, hein, qui peut être d'une durée variable. Dans le cadre de cette procédure dérogatoire, la prescription est faite par le ministre. À voir ce qu'on prescrit. Et si on prescrit un complément d'exercice dans le cadre notamment du parcours de praticien associé, eh bien, ça va être étudié au regard de ce qui a déjà été réalisé en tant que praticien attaché associé ou d'assistant associé. Après, il peut y avoir aussi un rejet de la demande. Là, c'est un peu plus compliqué je trouve que c'est un peu plus compliqué même à concevoir. Hein. C'est pas seulement à encaisser, c'est aussi à concevoir. Parce que si on a quelqu'un qui est praticien attaché associé ou assistant associé pendant plusieurs années et qui, au final, fait l'objet d'un rejet de sa demande, ça veut dire qu'il ne peut plus exercer la médecine, alors qu'il l'a déjà exercé pendant plusieurs années. Donc, ça peut être difficile à envisager, mais peut-être aussi que c'est une question d'autonomie sur ce point-là. Donc voilà un petit peu ce qui peut en être de ces éléments en matière de procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice. Donc on est vraiment dans ce caractère dérogatoire. Hein. Je reprécise ces éléments, je sais que vous avez compris, mais on est dans la procédure dérogatoire, ce qui va s'opposer à la procédure de droit commun d'exercice, pour le coup. La procédure de droit commun d'exercice, c'est ce que j'appelle procédure de droit commun d'exercice, cette fois-ci, ne va plus concerner exclusivement la régularisation du stock, comme on dit. Hein. Donc, dans le cadre de la procédure dérogatoire, on régularisait des praticiens qui exerçaient sous plein de statuts différents, de manière pas toujours sécurisée, etc. Donc, on régularisait tous ces dossiers-là. Et donc, éventuellement, jusqu'au 30 avril, normalement, on devrait encore avoir des situations de régularisation. Après, à côté de ça, on a aujourd'hui une seule procédure de droit commun que tout le monde va intégrer ou a intégré déjà depuis novembre 2021. Donc, tous ceux qui sont soumis à différentes demandes d'autorisation d'exercice parce qu'ils ont un diplôme hors Union européenne vont pouvoir intégrer cette procédure de droit commun à compter depuis novembre 2021. Et notamment, c'est pour ça qu'on dit que cette procédure de droit commun, en général, c'est celle de l'épreuve des vérifications des connaissances. Parce que c'est celle-ci. Hein, vous avez vu, dans la procédure dérogatoire, on n'a pas parlé d'épreuve de vérification des connaissances. Alors que dans le cadre de la procédure de droit commun, oui, c'est celle qui permet à ces praticiens de se soumettre à procédure d'autorisation d'exercice à travers ces épreuves de vérification des connaissances. Alors juste, effectivement, un PADU qui a reçu un courrier du CNG qui lui prescrit un parcours de consolidation, à mon avis, il doit commencer son parcours au plus tôt, mais je crois pas qu'il y ait d'éléments là-dessus. Hein. Il faut juste qu'il puisse accomplir ce parcours-là. Le fait qu'il le commence à une date ou à un autre, j'ai pas d'éléments, même juridiques là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose. Mais à mon avis, il faut quand même qu'il puisse commencer dans les meilleurs délais parce que ça va repousser le moment où il sera en mesure d'exercer en plein exercice. Donc ce serait assez étonnant cet élément. Donc on va revenir aussi dessus. Je vois aussi les autres questions. Je les traiterai toutes à la fin dans tous les cas. Tout dépend de l'importance de détailler les réponses ou peut-être aussi de sujets qu'on va voir juste après. Alors, sur cette procédure de droit commun, je vous disais, en général, c'est celle qu'on peut identifier comme étant rattachée à l'épreuve de vérification des connaissances. C'est celle qui permet à un praticien qui se soumet à ces épreuves de pouvoir intégrer un parcours, soit un parcours de consolidation des compétences aussi, donc avec le statut, pour le coup, de praticien attaché, associé, excusez-moi, praticien associé, point, soit de pouvoir bénéficier du plein exercice aussi. Tout dépend de ce qu'il est à l'origine. Puisque, comme vous le savez, cette procédure de droit commun, de manière différente de la procédure dérogatoire réservée à des praticiens qui exerçaient déjà des professions médicales dans un établissement en France, eh bien, la procédure de droit commun, déjà, ces mêmes médecins qui exerçaient déjà en France sous différents statuts, même en tant qu'infirmiers, peuvent intégrer cette procédure de droit commun, mais elle va être réservée aussi
à d'autres. Cette procédure n'est pas exclusive à une certaine catégorie de médecins. On va avoir aussi les médecins qui vont notamment à la liste A, comme on dit, de cette procédure d'autorisation d'exercice. On va avoir notamment l'épreuve de vérification des connaissances qui va être à laquelle vont se soumettre les praticiens. Sur cette liste A, comme on le dit classiquement, c'est la liste principale qui permet de passer les épreuves de vérification des connaissances. Par contre, ceux qui sont dans la liste A, c'est qu'ils ont un diplôme effectivement dans leur pays d'origine et ils doivent s'inscrire dans la spécialité qui correspond à celle obtenue dans leur pays d'origine, selon certains critères. Par contre, il y a un nombre de places qui est limité. Il y a un nombre de places qui est limité parce que là, quand on est sur cette liste A de la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun, donc qui existe depuis fin 2021 et qui va continuer à exister comme seule procédure, sur cette liste A, donc tous ceux qui ont un diplôme dans leur pays d'origine, peu importe s'ils exerçaient ou pas en France, vont être sur cette liste A et vont être soumis à un concours. Cette fois-ci, on est dans l'optique d'un concours pour ces praticiens-là qui souhaitent se soumettre à cette procédure. On est sur un concours et donc ils vont pouvoir faire acte de candidature auprès d'une ARS. Le concours, ils vont se soumettre à 2 épreuves de 2 heures dans la spécialité acquise dans leur pays d'origine, etc. Donc, ils vont pouvoir se soumettre à ces épreuves de vérification des connaissances dans le cadre de cette procédure de droit commun pour pouvoir aller jusqu'à une autorisation d'exercice, soit de plein exercice, soit de parcours de consolidation des compétences. D'ailleurs, au début de la procédure, le choix de la spécialité, il était à l'appréciation du candidat. Donc, en fait, ça appartenait aussi au candidat de choisir la spécialité dans laquelle il voulait pouvoir accomplir son épreuve de vérification des connaissances sur le territoire français. Donc, il pouvait être médecin généraliste dans son pays et ensuite vouloir exercer l'urologie parce qu'il est bon en urologie et s'inscrire en urologie en France. Ce qui n'est plus accepté, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans le parcours et dans la spécialité accomplie sur ces points. D'ailleurs, juste à titre d'information, le nombre de candidats au concours représente environ 6 à 10 fois le nombre de postes ouverts selon les années. Donc, on a aussi un taux de réussite, un taux d'échec assez important, un taux de réussite qui est entre 10 et 20%. Après, il progresse quand même, ce pourcentage, puisque on a l'ouverture d'un plus grand nombre de postes en 2021, 2022 et 2023 aussi, parce qu'il y a des gros besoins quand même sur ces points. Après, en sachant que c'est un concours. Donc, ça veut dire que les notes sont pourtant assez élevées. Dernier candidat reçu, il est très, très largement au-dessus de la moyenne dans la plupart des spécialités. Donc, on reste sur ce nombre de concours. Pour vous donner un exemple sur la progression du nombre de postes ouverts dans le cadre de cette procédure de la liste A de la procédure d'autorisation d'exercice de droit commun, chaque année, on a une augmentation assez exponentielle du nombre d'admis. En 2007, on en avait 165 qui étaient admis au terme de cette procédure de la liste A. En 2022, on était à 2000 postes ouverts et pourvus. Vous voyez, entre 2007 et 2022, donc en 15 ans, la progression du nombre d'ouverts, on était à 165 en 2007, on est à 2000 en 2022, 866 en 2019, 1332 en 2020, 1980 en 2021, donc on a quand même beaucoup d'éléments dessus. Alors, une chose aussi qui est importante, à laquelle on fait référence parfois, c'est l'épreuve de vérification du niveau de français. Quand on est un candidat de la liste A, donc titulaire d'un diplôme dans notre pays d'origine, il faut aussi qu'on s'assure de la pratique de la langue française du candidat. Et à ce moment-là, il va notamment devoir justifier d'un diplôme, d'une reconnaissance DELF B2. C'est un examen
de niveau d'acquisition de la langue française qui va reposer sur 4 bases, hein, 2 bases de compréhension, 2 bases de production, donc compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, sur le niveau de maîtrise du français. En sachant que, je vous l'ai dit, hein, il y a un taux de réussite de 10 à 20%, en progression quand même, par rapport au nombre de postes ouverts aussi. Mais par contre, eh bien, il y a un nombre de tentatives maximum qui doit pouvoir être respecté par les candidats en liste A, c'est 4 fois. Hein, ils ne peuvent pas passer de 5 fois la procédure d'autorisation d'exercice dans le cadre de cette liste A pour ces praticiens. En sachant que pour la procédure dérogatoire d'exercice, on était à 3 tentatives pour la passer. Donc, on a cette liste A qui va pouvoir nous permettre d'aller sur le terrain de cette procédure de reconnaissance, d'autorisation d'exercice, après vérification des connaissances, et après, cette fois-ci, éventuellement parcours de consolidation des compétences, normalement dans tous les cas, et ce parcours de consolidation des compétences sera effectué dans le cadre du statut de praticien associé. Alors, vraiment, sur ces épreuves de vérification, on est assez directement dans les épreuves de vérification des connaissances, dans le statut de praticien associé. Et donc, on va avoir aussi, à côté de ça, au-delà de la liste A, dans la procédure d'autorisation d'exercice, ceux qui vont pouvoir bénéficier d'une intégration dans un statut au sein d'un établissement par le biais de la liste B. Cette fois-ci, hein, on n'est plus dans des médecins qui ont acquis un diplôme dans leur pays d'origine, mais on est plus sur des personnes qui sont en situation d'exil, de demande d'asile sur le territoire français, donc réfugiés, apatrides, ou qui ont rejoint le territoire français sur la demande des autorités. Et donc, eh bien là, on va être sur la liste B, qui pour le coup, on va rester sur des épreuves similaires à celles de la liste A. Par contre, ce sera un examen, hein, donc il faut juste avoir une note minimale pour pouvoir intégrer ce parcours de consolidation des compétences lié à cette autorisation d'exercice de droit commun. Alors, si on est sur cette liste B, eh bien, on fait un acte de candidature auprès du CNG. On va aussi avoir 2 épreuves de 2 heures dans la spécialité. Par contre, cette fois-ci, ce sera un examen, un niveau de français et un nombre de tentatives maximum qui est égal aussi à celle de la liste A. Donc, on est toujours dans le même schéma, sauf que par contre, on va être soumis à examen et cette fois-ci, et non pas à concours. C'est un peu la différence entre la liste A et la liste B pour accéder à ces épreuves de vérification des connaissances et à terme au statut de praticien associé. En sachant aussi que, je vous l'ai dit, hein, on avait la liste C, on peut considérer que aujourd'hui ceux qui sont les médecins qui ont exercé des fonctions rémunérées pendant au moins 2 ans sur le territoire et au moins 1 jour dans un établissement de santé ou médico-social, eh bien, ils sont sur la liste C, la dernière liste, hein, donc ceux qui passent en fin de compte aujourd'hui par la procédure dérogatoire d'exercice. Procédure dérogatoire qui, je vous le rappelle, hein, n'a pas d'épreuve de vérification des connaissances, mais va juste être, d'abord être en tout cas un dossier en commission régionale de l'ARS et ensuite un dossier en commission nationale du CNG. Donc, on a ces 3 listes, en fin de compte, qui vont pouvoir permettre aux praticiens d'intégrer une procédure d'autorisation d'exercice en passant par l'ARS en général et vont pouvoir poursuivre. Après, on a aussi, en dehors de ces listes, donc A, B, C, si on peut le considérer, et puis au-delà de ces procédures, de la procédure dérogatoire, on va avoir d'autres praticiens qui vont pouvoir intégrer aussi cette procédure de droit commun. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir comprendre la ventilation des praticiens. Parce que là, si je vous ai parlé de ceux donc dans la procédure dérogatoire
qui justifient de fonctions rémunérées en France, qui ont exercé au moins un jour dans un établissement de santé ou médico-social. Eux, on est dans le cadre de la procédure dérogatoire. Éventuellement, on peut aller sur le terrain de la liste C, mais ils ont une procédure dérogatoire qui ne va pas les obliger à passer une épreuve de vérification des connaissances. Bref, ces praticiens-là ont leur procédure qui leur est réservée et qui va bientôt prendre fin. À côté de ça, on a ceux qui ont un diplôme dans leur pays d'origine, ils peuvent exercer dans leur pays d'origine. Eux, ils peuvent se soumettre directement à l'épreuve de vérification des connaissances, c'est la liste A classique, hein, par concours. Ils vont pouvoir intégrer un établissement et éventuellement un parcours de consolidation des compétences sous le statut de praticien associé. Ensuite, on a la liste B, il y a les réfugiés ou les apatrides, qui peuvent aussi, d'un point de vue peut-être un peu plus allégé, puisque c'est sous la forme d'un examen, cette EVC qui vont passer. Et ensuite, pareil, praticien associé ou plein exercice, mais on verra pas praticien associé quand même, forcément. Et au-delà de ces statuts-là, on va en avoir d'autres, je vous en ai parlé à demi-mot tout à l'heure, ce sont les praticiens ressortissants Union européenne ou non, mais qui sont titulaires d'un diplôme reconnu par un État de l'Union européenne. Donc, soit on a un ressortissant d'un État de l'Union européenne avec un diplôme d'un État membre, mais qui n'est pas conforme à la directive, soit, quelque part un petit peu à l'inverse, on a un ressortissant d'un État de l'Union européenne qui a un diplôme hors Union européenne, mais qui est reconnu par un autre État et qui permet d'exercer dans cet État. Quelque part, un petit peu, on va dire, un Argentin qui a passé, non, un Espagnol qui a passé son diplôme de médecine en Argentine et qui peut éventuellement travailler en Espagne avec son diplôme argentin, mais pas en France, tout simplement. Alors, on parle en général des praticiens Dressen et Oxman, hein, je ne sais pas si vous êtes au fait de ces appellations, quelque part un peu ésotérique aussi, parce que c'est juste le nom de requérant dans le cadre de jurisprudence européenne. Hein, Dressen, très rapidement, c'est un ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme qui ne figure pas par ceux énumérés par la directive européenne, et donc qui rappelle l'obligation pour l'État membre d'accueil de procéder à une comparaison des compétences attestées par diplôme et l'expérience acquise, etc. Et donc, du coup, le Dressen va être dans cette dynamique-là, hein, c'est-à-dire qu'il a obtenu un diplôme dans l'Union européenne, mais qui n'est pas conforme aux conditions minimales de formation. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on va lui imposer des mesures qui lui permettent d'acquérir les formations manquantes pour compléter l'exercice insuffisant. Hein, et c'est une commission qui va pouvoir donner son avis sur ce point-là. Mais ils vont pouvoir intégrer la procédure de droit commun d'autorisation d'exercice, mais par contre, ils ne vont pas l'intégrer par la même porte que les autres, parce qu'ils ont un diplôme qui est bien éventuellement européen, mais juste n'est pas conforme à la directive. Donc, il y a peut-être des modules à compenser ou des éléments à pouvoir apporter sur tout ça. Donc ça, c'est le Dressen. Et à côté de ça, on va avoir le praticien Oxman, comme on dit, Oxman, qui est un urologue qui avait fait son premier et deuxième cycle en Argentine et la spécialité en Espagne, hein, comme je le disais. Il exerçait de façon pleine et autonome en Espagne et demandait un exercice en France. Et il l'a obtenu. Et du coup, depuis, il y a une procédure qui porte son nom, la classe. Et du coup, c'est les médecins à diplôme hors Union européenne qui ont bénéficié de la reconnaissance de leur diplôme dans un pays de l'Union européenne. Ils exercent pendant une durée de 3 ans de façon autonome dans ce pays et donc ils peuvent se présenter devant la commission du régime général européen qui accepte, refuse ou demande des compléments éventuels. Eux aussi, ils vont pouvoir intégrer la procédure de droit commun à un autre endroit, hein, qui ne va pas être, qui va être après, en fin de compte, les EVC. Mais je vais revenir, hein, sur l'ordre dans lequel on intègre tout cela. Mais là, on est vraiment sur les ressortissants communautaires. Enfin, soit ils sont ressortissants Union européenne, ils sont ressortissants d'un État de l'Union européenne, après à voir si leur diplôme est Union européenne ou pas, ou s'il est conforme à la directive. Donc, on va avoir ces deux types de praticiens Union européenne.
en sachant qu'on va aussi en avoir encore un autre, hein, au-delà de ceux que je vous ai présentés tout à l'heure qui ont un diplôme de l'Union européenne qui est conforme à la directive, notamment la vingtaine de spécialités sur les 54. À côté de ça, on a les Dressen et le Oxpan. Eux, pour le coup, c'est pas conforme à la directive ou c'est pas reconnu en France, mais dans un autre État membre potentiellement. Mais on va avoir aussi les diplômes européens des ressortissants non européens qui, eux, ont un diplôme reconnu par l'Union européenne, mais par contre, la nationalité les oblige à passer dans une commission parce qu'éventuellement, il y a peut-être aussi une vérification des épreuves du français qui doit être faite. Donc, on va être aussi dans le cadre de la procédure de droit commun en la matière. Hein, et je vous le disais d'ailleurs, la maîtrise du français, elle est importante puisque elle peut être prouvée de différentes façons. Hein. On a l'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française, minimum B2, ou le diplôme d'études en langue française de ce niveau B2, le DELF, hein, comme je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Après, le bac français peut permettre de justifier la maîtrise du français, d'un diplôme français de niveau équivalent au bac, supérieur bien entendu, ou éventuellement, si jamais le praticien à diplôme en Union européenne a accompli l'intégralité de son cursus d'études en langue française dans son pays d'origine, une attestation délivrée nominativement par son établissement d'origine pourra permettre d'attester la maîtrise du français. Hein, donc, ça peut être très important de pouvoir indiquer ça à vos ressortissants, en sachant que pour le coup, les réfugiés, les apatrides ou ceux qui bénéficient de la protection subsidiaire, eux vont pouvoir apporter la preuve de la maîtrise du français par tout moyen. Forcément, ils n'ont pas tout en main, ils n'ont pas tout pu prendre avec eux. Et donc, ils pourront le prouver avec d'autres exceptions sur les modalités de recevabilité de leurs moyens de preuve. Alors, ça, on est vraiment sur la maîtrise du français, mais c'est important. Après aussi, un autre élément important, c'est le dossier d'inscription, parce que vous avez peut-être aussi parfois des praticiens que vous devez accompagner dans le cadre de leur parcours, dans le cadre des demandes qu'ils vont faire, parce que ça vous intéresse aussi, vous, d'accompagner, puisque derrière, ça vous permet d'avoir un professionnel éventuellement à terme de plein exercice. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir aussi les aider à accomplir ces démarches-là ou leur expliquer au moins dans quel sens ça peut aller. Et donc, du coup, si on est sur un dossier d'inscription à la procédure d'autorisation d'exercice, sur les listes A et B classiques, hein, l'identité, l'état civil, le diplôme obtenu dans le pays d'origine et qui permet l'exercice dans ce pays d'origine de la profession, qui correspond à la spécialité, bien entendu. Et puis l'attestation de réussite à un test de connaissance en français, comme ce que je vous ai montré juste avant, le TCF, TF, TALF, etc. Vous voyez, rien de très sorcier en matière de dossier d'inscription pour les listes A et B en tronc commun, on va dire. Par contre, pour la liste B, hein, donc, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc c'est les réfugiés, les apatrides, ou les personnes qui ont dû rejoindre le territoire national à la demande des autorités françaises parce qu'il y a éventuellement un conflit sur place ou autre, c'est un document qui justifie l'inscription en liste B. Donc, en fin de compte, un document leur reconnaît leur droit, leur accueil dans le cadre du droit d'asile en France, ou le fait qu'ils soient apatrides, ou encore le fait que les autorités françaises leur aient demandé de regagner le territoire national. Voilà. Donc si par exemple, très certainement, les ressortissants français en Russie ces derniers mois, voire années, hein, parce que ça commence à faire un peu plus d'1 an maintenant, le conflit, les ressortissants français, si on avait des médecins français qui exerçaient en Russie, et peut-être que les autorités françaises leur ont demandé de regagner le territoire national, à voir quel est leur diplôme d'origine, hein, si c'est un diplôme français, pas trop de difficultés. Si par contre, c'est vrai qu'ils ont accompli tout leur cursus en Russie et qu'ils rejoignent le territoire français, là, ils vont plutôt devoir se soumettre à cette procédure. Ils seront dans la procédure de la liste B et donc se soumettront
à épreuve de vérification des connaissances sous la forme d'un examen. Si jamais, eh bien, on a aussi des modalités à avoir en tête sur la manière de s'inscrire, hein. C'est vrai que c'est assez simple. On peut tout à fait s'inscrire sur le site. Alors, juste une petite précision aussi, c'est que si jamais je viens d'un pays étranger et que je fournis toutes ces pièces, bien entendu, c'est logique, hein, mais je le reprécise au cas où, il faut que ça fasse l'objet d'une traduction par un traducteur assermenté et tamponné. C'est important de l'avoir à l'esprit, ça aussi. Et après, eh bien, tous ces documents, on va pouvoir les transmettre à l'autorité concernée. Soit c'est l'ARS, donc sur une page inscription aux épreuves de vérification des connaissances, soit le CNG aussi, qui va nous permettre de rebasculer sur les pages des épreuves de vérification des connaissances aussi. Donc, c'est là où le dossier d'inscription pourra être retiré, déposé pour ces demandeurs. Par préinscription en ligne sous des intitulés qui répondent à ces appellations d'épreuves de vérification des connaissances. On est toujours dans le cadre de cette procédure de droit commun, hein, des épreuves de vérification des connaissances. En sachant que eh bien, les candidatures multiples auprès d'une même ARS, même auprès de plusieurs ARS, sont interdites. Hein, et ça peut entraîner le rejet définitif de l'inscription du candidat. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir le préciser, hein, que on ne va pas s'inscrire dans plusieurs ARS ensemble, parce que si jamais c'est recoupé et découvert, eh bien, ça peut entraîner un rejet définitif de la demande. Je vous rappelle, ils ont 4 possibilités de passer ces épreuves-là. Hein, donc, si ça entraîne un rejet de sa demande, ça peut déjà le griller pour une de ces 4 tentatives. Là, le praticien. À voir après si ça ne le grille pas d'ailleurs pour la suite de sa procédure. Alors, pour vous résumer ces éléments en matière d'épreuve de vérification des connaissances, donc de procédure de droit commun d'autorisation d'exercice, on va avoir ces listes A, B et C. Hein, donc, la liste C, plutôt dérogatoire, on peut mettre à côté. Hein, donc, c'est la procédure dérogatoire. Mais les listes A et B, hein, donc ça va pas être le même type de médecin, le nombre de postes va être aussi défini, et ça va pas être la même épreuve de vérification des connaissances. La validation, hein, en liste A, ça sera sur la base d'un concours, en liste B, sur la base d'un examen, aussi sur ces éléments. Donc ça, c'est vraiment sur l'épreuve de droit commun d'autorisation d'exercice, la procédure de droit commun d'autorisation d'exercice, que je me permets de résumer là à travers un schéma un petit peu qui fourmille, mais vous allez voir, très simplement, hein, partons de la gauche, on a des médecins, pas dus, qui peuvent exercer dans leur pays d'origine, qui ont un diplôme qui leur permet d'exercer dans le pays d'origine. Donc, soit c'est la liste A, soit éventuellement c'est ceux qui ont pu intégrer, qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui ont eu un échec dans le cadre de la procédure dérogatoire. Toujours est-il que, eh bien, en leur qualité de détenteurs d'un diplôme dans leur pays d'origine, ou de réfugiés ou d'apatrides, donc liste A, liste B, ou éventuellement ceux dont je vous parlais, qui bénéficient d'une autorisation temporaire ou pour exercer des fonctions rémunérées, eh bien, ils peuvent se soumettre à l'épreuve de vérification des connaissances. Ils vont pouvoir se soumettre à l'EVC, donc concours examen selon les cas, et dès lors qu'ils se soumettent à l'EVC et qu'ils sont lauréats de cette épreuve de vérification des connaissances, ils vont pouvoir derrière être recrutés sous le statut de praticien associé. C'est là que le CNG fait des notifications et affecte les lauréats des épreuves de vérification des connaissances dans les établissements. Donc vous avez cet élément. On va revenir dessus. Et c'est ensuite que, eh bien, ils font faire cette demande officielle d'autorisation d'exercice, d'autorisation de plein exercice. Après ça. Et c'est à cet endroit même que vont pouvoir intervenir les praticiens Dressen et Oxpan, hein, ces fameux ressortissants d'un État de l'Union européenne, qui soit ont un diplôme hors Union européenne mais reconnu par un État, soit qui ont un diplôme d'un État, mais qui n'est pas conforme à la directive. Et donc, du coup, ces praticiens Dressen et Oxpan, eux, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vont intégrer la procédure, mais pas au stade de l'épreuve de vérification des connaissances, au stade du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Et leur dossier va tout de suite être transmis à la commission d'autorisation d'exercice nationale qui va rendre un avis, favorable, défavorable ou prescription
d'un parcours complémentaire de consolidation des compétences, et ensuite, ils vont pouvoir bénéficier de la délivrance d'une autorisation de travail en tant que praticien sur le territoire. En plein exercice ou pas, hein, ils peuvent prescrire aussi l'accomplissement d'une période complémentaire à la période probatoire pour pouvoir vérifier si le praticien est en mesure d'exercer ou pas sur le territoire. Et donc, si on est dans le cadre de cette procédure, ça, c'est la procédure de droit commun. C'est la procédure qui va être applicable aujourd'hui pour tous les praticiens qui viennent d'un pays hors Union européenne, qui sont titulaires d'un diplôme hors Union européenne. Alors, on est vraiment dans le cadre aujourd'hui de cette procédure-là. Et ensuite, eh bien, une fois qu'ils ont réussi, alors les épreuves de vérification des connaissances, leur réussite permet d'exercer sous un statut probatoire, donc le parcours de consolidation des compétences. Par contre, eh bien, ensuite, on va s'assurer qu'ils ont pu exercer conformément à ce qu'on attendait d'eux pendant cette période probatoire, pour après pouvoir leur délivrer une autorisation ministérielle de plein exercice. Si jamais c'était insuffisant ce qu'ils ont accompli pendant leur parcours de consolidation des compétences, on ira sur le terrain d'un complément prescrit pour exercer toujours sous statut d'autonomie, supervisé bien entendu, hein, toujours un petit peu dans cet esprit proche de celui du docteur junior que j'imagine vous maîtrisez sur le bout. Et donc, comme je vous le disais, ensuite, le CNG va prendre la décision. Hein, donc, le CNG va organiser l'épreuve de vérification des connaissances dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment un CNG de le faire. Il va organiser aussi la procédure nationale de choix de poste pour les lauréats des EVC. C'est-à-dire que c'est vraiment le CNG qui va affecter sur la base d'un choix de poste qui a été soumis aux lauréats. Par contre, le CNG va prononcer l'affectation dans un établissement. Hein, c'est-à-dire que derrière, vous, en tant qu'établissement, vous n'avez pas forcément l'obligation de prendre une décision. Alors, moi, je vois des établissements qui prennent une décision notamment pour justifier en paye, etc. Donc, une décision administrative de nomination d'un praticien associé. Mais en fin de compte, il n'y a pas une grosse importance là-dessus parce que dans tous les cas, vous avez compétences liées en tant qu'établissement. Si le CNG affecte un praticien associé donc, qui a réussi les épreuves de vérification des connaissances depuis novembre 2021, eh bien, il va pouvoir être affecté dans un établissement et nommé par le CNG, hein, donc une décision d'affectation du CNG dans un établissement particulier. Et le directeur d'établissement ne peut pas trop refuser cette possibilité-là. Il va devoir accueillir, c'est aussi parce qu'il a l'agrément qui permet d'accueillir, notamment, encore une fois, les docteurs juniors. Hein. On est dans quelque chose d'assez proche. Le praticien associé, il reste dans une dimension d'autonomie supervisée. Alors peut-être qu'il y a un peu plus de valorisation par rapport à avant sur les anciens statuts qui étaient utilisés par les établissements pour recruter des praticiens à diplôme hors Union européenne, mais aujourd'hui, en tout cas, eh bien, on est dans cette dimension. Alors, justement, pour passer de ces anciens statuts à ces nouveaux, et je sais qu'il y a eu des questions dans ce sens, c'est pour ça que je me suis permis d'en passer sous silence, pour passer de ces anciens statuts à ce nouveau statut de praticien associé, eh bien, tout simplement, d'une part, on a supprimé les anciens régimes. Alors, on a supprimé les anciens régimes, et alors, cette suppression, comment elle s'exprime? C'est plutôt une mise en extinction des statuts de praticiens attachés associés et d'assistants associés. En tout cas, jusqu'au 31 décembre 2022, les articles étaient encore en vigueur, et donc, bon, on pouvait continuer à recruter jusqu'à cette date-là. A priori, depuis le 1er janvier 2023, on n'est plus en mesure de recruter à nouveau des praticiens attachés associés ou des assistants associés, mais par contre, on pourrait renouveler leur contrat dans le cadre de l'accomplissement de leur parcours de consolidation des compétences, de leur fonction probatoire. Tous ceux qui ont réussi les EVC avant 2021, qui ont commencé leur fonction probatoire sous le statut d'attaché, de praticien attaché associé ou d'assistant associé, eh bien,
ils achèvent leur fonction sur ces statuts, ils peuvent bénéficier d'avenants à leur contrat à la date du 1er janvier 2023. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, on pourrait renouveler, donc pour répondre à une question posée tout à l'heure, les contrats des assistants associés et des praticiens attachés associés après le 1er janvier 2023. C'est pas l'esprit du texte qui veut ça, mais le problème, c'est surtout le retard. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2023, je devais avoir tous mes statuts de praticien attaché associé et assistant associé qui devaient être réglés. C'est-à-dire la procédure dérogatoire d'exercice devait avoir pris fin et la commission nationale d'autorisation d'exercice devait s'être prononcée. Ce n'est pas le cas. Ils ont décalé au 30 avril. Donc, si vous avez des contrats de praticiens attachés associés ou d'assistants associés qui prennent fin en mars, par exemple, et c'est fort possible, j'imagine qu'on en a ici, qui ont un contrat qui prend fin en mars, eh bien, ils vont devoir être prolongés. Et prolonger, soit vous les prolongez jusqu'au 30 avril 2023, mais on ne sait pas si on va avoir une information du CNG d'ici là, ou s'il va avoir le temps d'étudier tous les dossiers. Soit vous jouez la sécurité, vous les renouvelez jusqu'au 31 décembre 2023, parce que dans tous les cas, leur contrat va continuer à s'exercer dans la limite de sa durée, et puis c'est pour qu'ils accomplissent leur fonction probatoire. Donc, à mon avis, il n'y a pas trop d'illégalité à poursuivre leur contrat jusqu'au 31 décembre, quitte à régulariser ensuite et à les faire intégrer un statut de praticien associé dans l'intervalle. Ça sera toujours à leur avantage. Donc, je pense que vraiment, on peut aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce qu'on pratique dans la plupart des cas. Donc, on est sur cette migration vers le statut de praticien associé. Et c'est ce que je vous disais, le sens même du décret du 27 décembre 2022, où on a prolongé cette autorisation jusqu'à la décision de la commission nationale du CNG, qui nous dit qu'au plus tard, on prendra une décision au 30 avril 2023. Donc, normalement, au 30 avril 2023, soit on a des praticiens associés, soit rien d'autre. Donc, normalement, plus de praticiens attachés associés, plus d'assistants associés. Normalement, tout le monde est censé être praticien associé. J'y crois pas du tout. C'est demain. C'est demain, le 30 avril 2023. Enfin, dans 2 mois, mais ça reste demain quand même. C'est rapide, vous savez ce qu'il en est. Quand on a la tête dans le guidon dans les affaires médicales, c'est compliqué. Donc, a priori, pas sûr que le CNG, j'entends des choses, j'ai des échos, est tout fini au 30 avril 2023. C'est pour ça, sécuriser la situation de praticiens attachés associés et de vos assistants associés en leur permettant de prolonger leur activité jusqu'au 31 décembre. Et donc, si ils n'ont pas pu achever la période de fonction probatoire, on va pouvoir étudier la situation pour qu'ils prolongent leur fonction probatoire sous le statut de praticien associé sur cette base-là. C'est pour ça aussi que la conséquence directe d'un praticien associé qui, attaché associé par exemple, ou assistant associé, qui n'aurait pas fini sa période probatoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais revenir dessus, la durée du parcours de consolidation des compétences du praticien associé est de 2 ans. Eh bien, si jamais on a un praticien attaché associé qui a déjà effectué 21 mois de fonction probatoire, bah, du coup, il n'aura plus 3 mois à effectuer en tant que praticien associé. Vous voyez, un praticien qui a effectué 26 mois de fonction probatoire, bah, du coup, il aura dépassé les 24 mois qui sont exigés pour le parcours de consolidation des compétences du praticien associé. Voilà. Donc, on est sur cette dimension-là par rapport à la durée de ces parcours de consolidation. Et on en a même qui ont pu intégrer déjà le statut de praticien associé, au-delà de ceux qui font partie de la procédure dérogatoire et pour lesquels on attend justement ce 30 avril 2023 pour l'autorisation. On a ceux qui sont ces fameux praticiens du stock, qui remplissaient déjà les conditions pour un dossier PAE et qui avaient déjà une épreuve de vérification des connaissances et on a une décision du CNG sur avis de la Commission nationale d'autorisation d'exercice. Donc, on est arrivé au terme de la procédure pour ces praticiens du stock, donc qui exerçaient déjà dans un établissement, etc.
eux, ils pouvaient intégrer avant le 1er janvier 2023 le statut de praticien associé dès lors qu'ils remplissaient cette condition. Ou s'ils étaient lauréats des EVC à compter de la session 2021, alors pas celle de mars, on considère que l'épreuve de vérification des connaissances de mars 2021 est antérieure à la réforme sur les praticiens associés, et donc c'est celle de septembre 2021 qui va compter. Donc tous les praticiens lauréats des épreuves de vérification des connaissances depuis, en fin de compte, la session de fin 2021, de 2021, mais de fin 2021, eh bien, eux, ils sont intégrés directement avant le 1er janvier 2023 sous statut de praticien associé. Donc c'est pour ça qu'on en a aujourd'hui dans les établissements. Et tous ceux qui, par contre, sont attachés associés, notamment en cours de fonction probatoire ou de stage d'adaptation au 31 décembre 2022, étaient normalement intégrés au 1er janvier 2023, mais c'est décalé au 30 avril 2023, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et comme vous le savez très certainement en étant sur toutes ces thématiques, en sachant, hein, je vous rappelle, la multitude de ces statuts des PADU, hein, les praticiens du stock, donc ceux qui ont les EVC, éventuellement déjà présents dans un établissement de santé, ou les praticiens du flux, hein, qui se présentent aux EVC à compter de novembre 2021, donc je le disais, hein, la session de novembre 2021, c'est la nouvelle procédure, donc ceux aujourd'hui qui se soumettent à cette procédure-là, il n'y en a plus qu'une seule pour eux. Encore les Dressen et les Oxman, donc les ressortissants de l'Union européenne en fonction de l'état de leur diplôme, les ressortissants d'état tiers. Après, on a des cas spécifiques, à la fois les titulaires de diplôme au Québec ou la personne qui sont réfugiés ou apatrides aussi vont pouvoir prétendre à différentes procédures en fonction de leur statut. Et de ce qui nous conduit justement à ce régime de praticiens associés par lequel on pourra terminer ensemble, le régime des praticiens associés qui nous permet d'harmoniser, de centraliser un petit peu les statuts des praticiens à diplôme hors Union européenne. Hein. Qu'ils soient passés par la procédure dérogatoire ou la procédure de droit commun aujourd'hui applicable par tout le monde, eh bien, on peut soit être en autorisation de plein exercice, donc d'exercice sous un statut avec RPPS, etc., donc, contrat par exemple, hein, classique, ou même PH si on veut passer le concours, ou bien régime de praticien associé qui va être ce parcours de consolidation des compétences. Hein. C'est-à-dire que c'est assez clair, tout à l'heure il y avait une question dans ce sens-là, eh bien on est sur le parcours de consolidation des compétences ou de stage d'adaptation pour ces praticiens qui viennent d'exercer en France ou qui en tout cas souhaitent exercer en France. En sachant que, eh bien, on est vraiment dans des actes assez classiques du médecin, mais c'est pour la réalisation d'un parcours de consolidation des compétences. Donc, on participe au service de garde et d'astreinte, mais eh bien, le praticien associé ne va pas forcément pouvoir effectuer des remplacements, ne va pas pouvoir être placé en autonomie sur ces éléments-là. Par contre, il va pouvoir éventuellement effectuer eh bien, son stage d'adaptation ou son parcours de consolidation de ses compétences dans un établissement de santé privé ou privé d'intérêt collectif, éventuellement, c'est tout à fait envisageable. Il peut même le faire en cabinet libéral désormais, le praticien associé, bien sûr. Alors, si c'est sur ces bases-là, il y aura une convention quand même mise à disposition pour effectuer cette épreuve de vérification des connaissances. Mais on a élargi un petit peu le champ de ces épreuves-là. Et c'est d'ailleurs le décret du 27 décembre 2022 qui prescrit le fait qu'un parcours de consolidation des compétences peut désormais être effectué en tout ou partie en cabinet libéral. Mais par contre, eh bien, le praticien auprès duquel c'est exercé doit être maître de stage des universités quand même. C'est pas n'importe quoi. Sur ces éléments, c'est bien d'ouvrir, mais il y a quand même une certaine limite à la compétence de la personne qui encadre le stage de consolidation des compétences. La durée aussi
de ces éléments, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, on est plutôt sur 2 ans d'exercice, mais à voir aussi en fonction du dispositif. Soit on est sur un dispositif dérogatoire, hein, donc pour ceux qui exerçaient déjà en France et qui justifient de ces fonctions rémunérées et donc du coup qui ont passé la procédure dérogatoire d'exercice et qui sont éventuellement en attente jusqu'au 30 avril 2023, eux, eh bien, ils vont avoir une décision de stage ou de parcours de consolidation qui va être prise et qui va préciser justement la nature du stage, la durée du stage et les éventuelles formations théoriques qui vont pouvoir être suivies. Hein, donc, c'était plusieurs questions tout à l'heure sur ce point-là. Les praticiens associés, s'ils sont issus du dispositif dérogatoire, on va leur indiquer quelle est la nature de stage et la durée du stage, parce que tout dépend. Vous avez vu que dans le dispositif dérogatoire, on a plusieurs types de situations qui peuvent être différentes. Et donc, on peut avoir plusieurs prescriptions là-dessus. Surtout en fonction de ce qu'a déjà exercé ce praticien à diplôme en Union européenne, éventuellement sous statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé. Hein, donc, ça va être adapté à chaque situation. Alors que pour la liste A, là, c'est plus carré. Hein, on est praticien associé issu de la liste A, donc on avait le diplôme dans notre pays d'origine. Bah, là, c'est 2 ans. Si on est candidat aux spécialités médecine et pharmacie, alors que si on est sur les spécialités chirurgie dentiste, on est sur 1 an, donc odontologie, hein, on est sur un an de parcours de consolidation des compétences en tant que praticien associé. Et c'est une fois que eh bien, les épreuves de vérification des connaissances sont d'ailleurs réussies par les candidats, que eh bien, il va y avoir une décision sur une procédure nationale de choix réalisée par ces mêmes praticiens qui vont pouvoir opter pour tel ou tel établissement et exercer dans l'un de ces établissements désignés, choisis par ces mêmes praticiens. La durée, eh bien, comme je vous le disais, hein, tout va dépendre. Si jamais on avait déjà effectué ou pas en amont une durée. Les praticiens qui avaient entamé leur fonction probatoire avant leur nomination, notamment parce qu'ils étaient praticiens attachés associés, hein, s'ils avaient déjà effectué 10 mois de fonction probatoire, vu qu'on doit être sur du 24 mois, eh bien, ça sera 14 mois avant de pouvoir atteindre éventuellement le plein exercice. Mais à voir si on ne nous prescrit pas en plus. C'est-à-dire que c'est 2 ans de base, mais potentiellement, ça peut être un peu plus aussi. Il faut pouvoir étudier la situation sur ces éléments-là. Alors, en plus, quand on nomme un praticien associé, eh bien, vous le savez peut-être déjà certainement, on va le nommer au premier échelon de sa grille. En général, ils sont plutôt sur une durée de praticien associé de 2 ans. Et donc, eh bien, il va faire 1 an au premier échelon, un montant de 36 083,21 €. Et une fois qu'il aurait réalisé cette première année en tant que praticien associé de parcours de consolidation des compétences, il va pouvoir accéder au 2e échelon de 40 774,86 €, dont l'avancement est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation. Là-dessus, il y a un côté un petit peu hybride du praticien associé qui va être nommé par le CNG dans un établissement. Donc, le CNG est plutôt l'autorité investie de pouvoir de nomination. Par contre, l'avancement, il va être prononcé par le directeur de l'établissement. En sachant que derrière, un praticien associé pourrait prétendre aussi à une prime d'exercice territorial s'il le souhaitait et s'il s'intégrait dans le sens de ces éléments qui permettent le bénéfice de la prime d'exercice territorial. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous aurez tous ces éléments. Alors, en 2 heures de temps, eh bien, c'est ce qu'on peut en dire sur les praticiens à diplôme hors Union européenne, à la fois sur les différents statuts que sont ceux des PADU, mais aussi derrière eh bien, les différentes procédures qui vont pouvoir intégrer pour acquérir le plein exercice, ou en tout cas essayer d'y parvenir. Soit dans le cadre d'une procédure dérogatoire qui a pris fin aujourd'hui et qui concerne les praticiens attachés associés ou les assistants associés, et d'autre part, sinon, la procédure de droit commun
la procédure de droit commun qui va être applicable depuis les épreuves de vérification des connaissances de novembre 2021 et qui là va permettre d'intégrer directement le statut de praticien associé. Hein, donc, on est dans cette dynamique-là et le statut de praticien associé, qui est un statut plutôt simple à envisager, voilà, mais par exemple 2 échelons comme vous le voyez là, et une durée des fonctions probatoires qui va dépendre des spécialités. Mais je crois qu'on a eh bien, ici